Kinshasa, c'est une fondation. Elle existe vraiment depuis 2005. Une femme la dirige à Kinshasa, en mémoire de sa mère. Sa mère était une des plus grandes voix du Congo, une légende qui a survécu à une paralysie d'enfant, qui a chanté malgré ça, qui a rempli des salles entières et qui est morte en une nuit de janvier 1990, à 33 ans, officiellement d'une méningite. Officiellement, parce qu'en creusant, j'ai voulu vérifier une chose. Est-ce que quelqu'un, un jour, a vu le dossier médical? Un médecin? Un certificat? Personne. En 35 ans, personne. Et à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi la fille des Pongolov, aujourd'hui encore, ne parle jamais de la maladie de sa mère. Et pourquoi ces silences-là racontent peut-être plus que n'importe quelle archive retrouvée. Avant d'être une star, Pongolov s'appelle Alfred Mpongo, né à Boma en 1956. Son père, Gilbert Pongo, c'est un commandant de la sûreté congolaise. Et ce nom-là, Gilbert Pongo, si tu connais un peu l'histoire du Congo, il devrait te dire quelque chose parce que c'est lui, oui, lui, le père de la petite Alfred, qui a participé à l'arrestation de Patrice Lumumba en 1960. Un an plus tard, en février 1961, il est exécuté à Stanleyville. Sa fille a 4 ans. Alors, avant même de parler musique, il faut que tu comprennes ça. Cette femme grandit avec, dans le dos, l'ombre d'un des épisodes les plus sombres de la crise congolaise. Son père a aidé à livrer Lumumba et son père l'a payé de sa vie. Et ça, dans aucune biographie militaire, on ne le développe vraiment. On les glisse en une phrase et on passe au disque suivant. Décembre 1960, Alfred a 3-4 ans, on lui fait une injection de pénicilline, mal administrée, établie dans le mécanisme général. Les détails médicaux exacts n'est lui pas documentés. Résultat, une paralysie partielle à vie. Regarde ce que ça veut dire concrètement. Une enfant du pouvoir, orpheline des pères exécutés, avec un handicap physique, dans le Congo des années 60. Sur les papiers, cette histoire s'arrête là. Sauf qu'en 1975, un saxophoniste du groupe Afrisa International, Mpopo Loai, la remarque. Elle est secrétaire et la pousse à quitter son poste, à chanter. Un an plus tard, en 1976, sort son premier grand succès. Elle prend un an de scène Pongolov. Et là, quelque chose ne collait pas avec l'image qu'on s'est fait d'elle aujourd'hui. Cette diva glamour de la rumba congolaise, elle est montée sur scène quand même pendant 15 ans. 1980, elle quitte Mpopo Loai, son découvreur, son mentor. Elle monte son propre label, Love's Music. Elle devient productrice. C'est le mouvement classique de toutes les grandes voix de l'époque. Abeti Masikini les fait aussi, à peu près au même moment. Et les deux femmes deviennent rivales. Le climat de rivalité est documenté par des témoins d'époque, mais jamais officiellement confirmé par les deux artistes elles-mêmes. Mais retiens ce nom, Mpopo Loai, parce qu'il va revenir à la toute fin de cette histoire, d'une façon que personne n'a jamais vraiment interrogée. Fin des années 80, Pongolov s'installe au Gabon. Un ministre gabonais, Alexandre Samba, l'invite, collabore avec elle musicalement, mais peu recoupé. Une seule source détaillée existe sur cette période. C'est là au Gabon qu'elle contracte une méningite cérébrale. C'est en tout cas ce que racontent mot pour mot depuis 35 ans absolument toutes les sources congolaises, pas comme fait médical vérifié. Je te l'ai dit franchement, j'ai cherché un document médical, un dossier clinique, une déclaration signée par un médecin gabonais ou congolais, je n'ai rien trouvé, rien du tout. Est-ce que ça veut dire que c'est faux? Non, absolument, rien n'indique que les diagnostics soient inventés. Mais un fait aussi précis, répété,
depuis 35 ans sans une seule source médicale primaire, ça mérite d'être signalé, pas juste répété. Juillet 1989, elle rentre à Kinshasa. Elle vient d'accoucher de son 3e enfant. Elle veut relancer sa carrière. Elle prépare un album avec Bopol Massiamina. Elle pense repartir. Elle ne sait pas qu'il lui reste 6 mois à vivre. Décembre 1989, elle est admise aux cliniques universitaires de Kinshasa. Son frère aîné parle à la presse. Elle a subi une forte crise, c'est tout. Pas de nom des maladies, pas de pronostics, rien. La situation existe, l'imprécision aussi. Et moi, ces détails-là m'ont arrêté net. Parce qu'à ces stades, en décembre 1989, la famille sait très bien ce qui se passe. Ils sont à l'hôpital depuis des semaines. Et pourtant, face à cette presse, à la presse, les frères choisissent les flous. Est-ce que c'est de la pudeur? Est-ce qu'ils veulent pas affoler les publics d'une star encore jeune? Est-ce qu'il y a autre chose? Je ne peux pas trancher. Ce que je peux dire, c'est que ces flous-là, on va les retrouver sous une autre forme chez sa fille, 35 ans plus tard. Le 15 janvier 1990, Pongolov meurt. Elle a 33 ans. Certaines sources disent 34. Même son âge exact au moment de sa mort ne fait pas consensus. Et voilà l'élément que j'ai découvert en creusant. Celui qu'aucune biographie de Pongolov ne mentionne comme un fait à part entière. Quelques jours avant sa mort, un autre artiste zaïrois meurt. Vadio Mabenga, un chanteur qui lui aussi vivait avec un handicap physique. Mais la date exacte n'est précisée nulle part. Et 6 jours après Pongolov, le 21 janvier 1990, très précisément, Ampopoloai meurt à son tour. Son mentor, l'homme qu'il a découvert en 1975, qu'il a fait sortir de son poste de secrétaire pour la transformer en star. 3 artistes zaïrois, liés entre eux directement ou indirectement, meurent en l'espace d'un mois, janvier 1990. Attends une seconde, parce que je veux être très clair sur ce que je suis en train de dire et ce que je ne dis pas. Est-ce que j'ai trouvé une enquête journalistique sur ce cluster? Non, aucune. Est-ce que j'ai trouvé une cause commune, une épidémie, un facteur partagé entre ces 3 décès? Non plus. Alors, je ne veux pas te dire qu'il y a un complot, parce que je n'ai aucune preuve de ça, et transformer un silence en accusation. Ce serait justement les genres de manipulations que cette chaîne refuse de faire. Ce que je peux te dire, c'est ça. En 35 ans, personne, aucun journaliste, aucun historien de la musique congolaise n'a jamais posé la question à voix haute. 3 morts liés en un mois sur la même scène musicale et 0 enquête. Ça, c'est un fait. Les silences lui-même et les faits. En 2005, Sandra Mpongo, la fille aînée, crée la fondation Pongolov, une fondation dédiée à l'insertion des personnes handicapées en mémoire directe du handicap de sa mère. Depuis chaque 15 janvier, la fondation commémore l'anniversaire de la mort. Mais regarde bien ce dont il parle. L'héritage, les combats entre les handicaps, la mémoire artistique, jamais. En 20 ans de commémoration publique, la famille n'a détaillé les circonstances cliniques des derniers mois de sa mère, comme constat l'absence documentée de ses sources ouvertes. Est-ce que c'est simplement de la pudeur, 20 ans après? Probablement. Est-ce que c'est les mêmes réflexes que celui du frère en décembre 1989? Dire le minimum, protéger l'image. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais les silences de 1989 et les silences de 2025, ça fait 35 ans de la même réponse. Toujours la même, on parle de tout, sauf de comment elle est vraiment morte. Alors cette femme, qui aujourd'hui encore entretient la mémoire de sa mère,
à travers une fondation. Qu'est-ce qu'elle cherche au fond? Peut-être pas des réponses médicales, peut-être juste les noms de sa mère continuent d'exister autrement comme une ligne dans l'histoire de la rumba congolaise. Je peux que les supposer. Ce qui est établi en revanche, c'est Cécile Pongolov est morte fille d'un homme exécuté pour avoir livré Lumumba, mentor d'un homme mort 6 jours après elle, contemporaine d'un troisième artiste mort dans la même quinzaine. Et malgré tout ça, son histoire a toujours été racontée comme un simple biopic musical, jamais comme ce qu'elle peut être vraiment, un nœud de coïncidences que personne n'a eu le courage ou intérêt de dénouer. C'est ici que mon enquête s'arrête, pas parce que les sujets est épuisé, parce que les archives, elles, s'arrêtent là. L'histoire de Pongolov, c'est l'histoire d'une voix qui n'aurait jamais dû exister et qui a existé quand même. L'histoire de Pongolov, c'est l'histoire d'un silence familial qui traverse 2 générations sans jamais se briser. Et l'histoire de Pongolov, c'est surtout l'histoire de tout ce que le Congo n'a jamais pris le temps d'enquêter sur ses propres légendes. Pendant qu'il courait après ses dictateurs, voici les faits, vous concluez.